Alors on en a parlé un petit peu au début de l'interview, du coup, du rapport avec le milieu scientifique. Toi justement, c'est quoi ta relation avec le milieu scientifique? Bon, c'est dépend au début un petit peu fragile parce que d'avoir pris le nom équitation éthologique, ça provoquait pas mal de résistance et ils ont eu raison. Moi, je ne suis pas un éthologue. Oui, bien sûr. Donc, de dire, oh, mais c'est pas l'éthologie, ce n'est pas les éthologues, c'est pas. Je me suis dit, bah, ils ont raison. Au lieu de disputer, résister, il faut accepter, dire, bah ouais, ils ont raison. On a un nom qui n'est pas à sa place avec ce qu'on fait. Ou on change le nom, ça semblait compliqué assez rapidement. Je parlais avec quelqu'un dans la fédération et je suivais en cours de la phrase, il dit, le problème, on dit, c'est que le train, il est parti trop loin de la gare. J'ai dit, OK. Donc, la seule solution, c'est donc d'aller vers l'éthologie, d'aller vers la science et dire, OK, on va faire le horsemanship, mais on va avoir une perspective scientifique sur la compétence d'un homme de cheval. Et ça, finalement, c'est quelque chose, pour nous, pour ce qu'on fait, c'est extraordinaire, c'est magnifique. Je tournais donc vers Andrew McLean, qui est devenu un ami assez proche. On parle au moins une fois par mois, voire plus, on discute sur certaines problématiques. À ce moment, on est en train de discuter sur les accidents dans le milieu concours complet. Qu'est-ce que vous faites en Australie? C'est quoi le point de vue australien comparé à en France, où c'est assez différent? En Australie, ils sont vraiment ciblés sur l'éducation de l'animal. Ici, on est ciblé sur des airbags et des casques qui aident, mais c'est pas probablement pas la solution. Donc, j'ai discuté avec les différents points de vue et on discute sur ma compréhension scientifique. Parfois, je ne comprends pas exactement la différence entre deux choses. J'ai écrit un mail, il m'explique, il est très généreux avec son temps, avec moi. Donc, j'ai lu ses livres, j'ai passé pas mal de temps en email avec lui. Et je pense que lui, il était très content d'avoir quelqu'un qui était déjà bien avec le cheval, déjà un homme de cheval, intéressé par la science, d'avoir un praticien intéressé par la science. Pour lui, c'est assez rare. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de praticiens qui vont vers la science. Donc lui, il était très très content. Il m'a demandé de faire une démonstration à Saumur pour le International Society for Equitation Science. Oui, je comprends la réticence à la base de la communauté scientifique parce qu'on n'était pas les éthologues. Je trouve que maintenant, sur certaines choses comme la théorie d'apprentissage, moi personnellement, j'ai passé vraiment les derniers 6 ans vraiment collé sur le sujet. J'ai contacté Andrew McLean en 2004-2005. Il est venu à la Science en 2006. On a passé pas mal de temps ensemble. Après, j'ai passé le temps avec lui à Saumur pendant le colloque. Beaucoup discuté et j'ai commencé à avoir une compréhension de la théorie d'apprentissage qui est assez poussée. J'étais très contente quand Michel-Antoine Leblanc m'a demandé de faire la préface de son livre, d'être contacté par un scientifique français et dit est-ce que tu peux faire la préface? J'ai dit mais tu sais Michel-Antoine, je ne suis pas exactement un scientifique. Il dit non, mais ce qu'on veut tous, c'est que des praticiens prennent l'information de la science et amènent ça sur le terrain. Je pense qu'il y a encore du boulot à faire pour que le scientifique et le praticien peuvent cohabiter ensemble. Et aussi d'accepter que certains, je sais que c'est le cas de Sébastien Jolin qui était au Radius, qu'il a une très bonne compréhension de la science, que c'est quelque chose qui lui passionne aussi, et qu'on amène cette science sur le terrain, et parfois parce qu'on est passionné par ça, c'est pas notre métier, c'est notre passion. On est parfois, c'est pas plus formé, mais on a les idées très très claires sur le sujet théorique et sur l'application pratique, peut-être même plus que le scientifique. Et c'est pas pour critiquer les scientifiques, mais nous, on connaît le sujet maintenant et on sait comment on l'utilise, qui nous donne une certaine puissance. Et je pense que les scientifiques pouvaient aussi venir vers certains, comme nous. Nous, on met en pratique cette information-là. Et la science, sans que ce soit mis en pratique, c'est un petit peu stérile, ça ne sert à rien. Il faut que la science soit mise sur le terrain.
Donc, il faut que nous, on peut cohabiter, partager. Il y a Hélène Roche qui vient ici régulièrement. On travaille parfois 2 jours, juste nous deux ensemble, pour que je comprenne plus clairement certains sujets, comme le renforcement positif, où on travaille à ce moment. Je fais une formation sur le renforcement positif avec elle, en privé, juste pour que je sais que je suis dans la bonne compréhension de ce sujet. Et qu'en France, je pense que la science a besoin de toucher plus sur le terrain et de ne pas rester quelque chose qu'on voit que dans le colloque, que dans une salle avec un diaporama ou un PowerPoint et pas toujours expliqué par les gens qui ne font pas quelque chose sur le terrain. C'est pour ça que j'aime bien de voir par exemple Sébastien, c'est quelqu'un qui sait démarrer un cheval, il sait monter un cheval, il sait expliquer la science. Il faut absolument que les deux choses vont ensemble parce que, comme je disais, les sciences sans la pratique, c'est très limité. Mais la pratique sans la science est également très limitée. Les deux doivent être capables de cohabiter. Les sciences françaises et les sciences internationales ne sont pas toujours sur la même page. Donc ça amène certaines complications. Le renforcement négatif est souvent vu en France comme, même par les scientifiques, comme le renforcement négatif et le stimulus aversif, où ce n'est pas le cas. Le renforcement négatif, c'est l'enlèvement de stimulus aversif et que cet stimulus aversif peut être diminué vers un signal classique qui n'est pas aversif. Donc, il y a encore, et je crois que ces erreurs de compréhension sont dues à le fait que c'est étudié sur papier, mais pas appliqué sur le cheval. Et pour vraiment comprendre le sujet, il faut étudier sur papier, il faut aussi appliquer. Et c'est quand on applique qu'on commence à avoir de vraies révélations sur chaque stimulus qui peut être précédé par un signal qui est neutre à la base, mais qui prend du sens par association et que finalement on communique avec les chevaux avec des gestes qui sont tellement subtils. Et qu'est-ce qu'il est perceptif comme animal? Mais c'est vraiment quand on est avec l'animal qu'on réalise que mais c'est incroyable. Quand on applique correctement la science, soudainement le cheval devient très très intelligent. C'est dingue.